Je vais vous dire quelques mots des génomes de Rickettsia qu'on étudie depuis quelques années. Et puis j'enchaînerai avec le cas clinique, comme ça je suis seul à parler. Voilà, alors qu'est-ce que c'est que les Rickettsia? Alors pour ceux qui sont au CNR, bon, vous savez. Pour les autres, c'est des toutes petites bactéries que vous n'aurez aucune chance de cultiver au laboratoire parce qu'elles ne poussent pas, sauf parce qu'elles sont intracellulaires. Et qu'il faut des milieux de culture cellulaire, comme vous voyez en haut à droite, pour les cultiver. Ce sont des petites bactéries intracellulaires strictes. Il y a actuellement 32 espèces qui sont reconnues. Parmi ces 32 espèces, il y en a 27 dont on sait qu'elles sont pathogènes pour l'homme. Elles sont associées à des arthropodes, que ce soit des tiques, des puces, des poux ou des acariens. Et elles sont responsables chez l'homme d'un certain nombre de maladies, parmi lesquelles les typhus épidémiques, typhus murin, et puis les maladies, les fièvres boutonneuses. Elles ont des caractéristiques, vous le voyez, elles se manifestent par une triade en général, en tout cas pour les fièvres boutonneuses, qui sont fièvre élevée, escardinoculation. Alors chez ce malade-là, il y en a deux. Et éruption maculopapuleuse, qui est une éruption généralisée qui va toucher l'ensemble du revêtement cutané, y compris la paume des mains et la plante des pieds, sauf l'extrémité supérieure, donc sauf la tête. Et dans un certain nombre de cas, la majorité de ces maladies sont des maladies bénignes, mais dans un certain nombre de cas, soit en fonction de l'agent, Rickettsia prowazekii par exemple, soit en fonction du terrain, des patients immunodéprimés ou âgés, eh bien on va pouvoir avoir ce qu'on appelle des formes malignes avec une mortalité qui n'est pas négligeable. Vous voyez que là il y a un rage qui est purpurique. Alors à ce jour, on a séquencé les génomes de toutes les espèces sauf une, parce que la souche a été perdue et que du coup on n'a pas pu la séquencer. Et vous voyez qu'on a été les seconds, on n'a pas été les premiers, on a été les seconds à séquencer un génome de Rickettsia. Le premier, ça a été une équipe suédoise qui a séquencé Rickettsia prowazekii en 1998, et nous on a séquencé Rickettsia connori en 2000. Puis après on a séquencé énormément des génomes d'espèces de Rickettsia. Alors le pangénome, si on s'intéresse au pangénome, c'est-à-dire le nombre complet de gènes qu'on peut connaître des Rickettsia, vous voyez qu'il n'est finalement pas très élevé. Alors c'est des bactéries qui ont des petits génomes. Le pangénome de ces 32 espèces, c'est 3109 gènes, avec un corps génome de 605 gènes. Et vous voyez en détail le génome de Rickettsia prowazekii qui a été le premier séquencé, qui est l'agent du typhus épidémique, une maladie historique, parce qu'elle a causé de grandes épidémies dans l'histoire de l'homme. Eh bien, le typhus épidémique, le Rickettsia prowazekii, a un génome de 1100 nucléotides. C'est-à-dire, c'est le quart d'un Escherichia coli, par exemple. Et ce qui peut vous choquer, c'est qu'on a l'habitude de penser que dans les génomes bactériens, il y a un gène tous les 1000 nucléotides. Donc, si on est sur 1100 nucléotides, 1 100 000 nucléotides, on devrait être à 1100 gènes, quelque chose comme ça. Et vous voyez qu'en fait, chez Rickettsia prowazekii, on a trouvé 834 gènes. Donc un génome qui est fortement dégradé, avec un taux de séquence non codante qui vous voyez de 24%, du coup un très faible taux en G+C%, et une similarité avec les mitochondries, en tout cas pour ce qui est du système ATP-ADP translocase, qui fait penser qu'il y a une parenté génétique entre les mitochondries qui sont d'anciennes bactéries associées et adaptées spécifiquement aux cellules eucaryotes et les Rickettsia. Alors nous on a séquencé le deuxième, c'était Rickettsia connori, et du coup on avait de la chance, on avait déjà un génome à qui se comparer, donc on a pu comparer les deux génomes. Et ce qu'on a trouvé, alors que c'était quand même des bactéries dont on pensait qu'elles étaient très différentes, c'est que les génomes étaient très similaires en termes d'organisation. Le niveau de synthénie, c'est-à-dire l'ordre des gènes dans le génome, était quasiment identique, sauf que Rickettsia prowazekii avait un génome bien plus dégradé que celui de Rickettsia connori. Alors voilà ce que ça nous a permis de voir, cet alignement des deux génomes. On a vu qu'à certains endroits, et notamment dans le génome de Rickettsia connori, eh bien, il y avait des paralogues, c'est-à-dire des gènes qui étaient dupliqués, identiques mais dupliqués alors qu'ils n'étaient présents qu'en une seule copie chez prowazekii. On a vu qu'à d'autres endroits, il y avait des gènes qui étaient dégradés, coupés par des codons stop. Et puis on a vu qu'à d'autres endroits, il y a des gènes qui étaient à l'inverse présents à un niveau de dégradation ultime, c'est-à-dire qu'on n'arrivait même plus à reconnaître un codon start, un codon stop. Il y avait quelques séquences
qui laissaient croire qu'à cette place-là, il y avait bien eu ce gène à un moment donné. Et à l'inverse, et c'est une bizarrerie, alors qu'on avait un génome fortement dégradé, on trouvait des zones intergéniques très conservées, ce qui va contre le sens, parce qu'on pense que ce qui est codant a une pression de sélection supérieure à ce qui n'est pas codant, et que donc théoriquement, les zones intergéniques sont moins conservées que les gènes. Eh bien, dans ces gènes-là, il y a des séquences intergéniques extrêmement conservées. Et du coup, on a essayé de comprendre, et on a émis l'hypothèse que les génomes de Rickettsy se dégradaient de cette façon-là, d'un gène complet fonctionnel vers un gène complet partiellement coupé par des codons stop, mais toujours fonctionnel, puis un gène qui devient complètement non fonctionnel avec l'accumulation des codons stop, jusqu'à ce qu'il devienne finalement plus qu'une trace. On reconnaît quelques séquences signal, et puis qu'il soit complètement éliminé. Et la surprise, après en séquençant d'autres génomes de ces bactéries, c'est qu'on s'est aperçu que d'un côté, il y avait une dégradation de ces génomes, une évolution vers une perte de gènes, et en parallèle, eh bien, il y avait une multiplication d'un certain nombre d'éléments génétiques, certains mobiles, certains autres non, et qui étaient vraiment complètement paradoxales. Et donc on a en particulier trouvé des RPE, des Rickettsia palindromiques éléments, qui sont des structures comme ça qui se replient sur elles-mêmes, un peu, en tout cas sur un plan 2D. Ces RPE, ils représentent à peu près 150 nucléotides, et on en a trouvé 656 par exemple dans Rickettsia connori. Alors pour un génome qui se dégrade, avoir conservé 656 éléments répétés, c'est un peu une curiosité. Ils sont insérés n'importe où, y compris dans des gènes, et y compris, on a montré en faisant des reconstructions 3D comme ça, qu'ils étaient compatibles avec une traduction, enfin un fonctionnement des gènes à peu près normal. Et donc l'hypothèse, c'est que ces RPE peuvent contribuer éventuellement soit à l'émergence de nouvelles protéines, soit à l'expression de certains gènes. Par contre, on sait qu'ils sont capables de se déplacer, on ne sait pas comment ils se déplacent. Après, il y a d'autres, je ne vais pas insister là-dessus, il y a d'autres séquences qui sont répétées, des anchyrines repeat, des tétratécopeptides repeat, et puis d'autres. Et puis on a trouvé dernièrement des small RNA. Alors pour ceux qui s'intéressent à la génomique, les small RNA ont été décrits maintenant dans de nombreuses espèces bactériennes. Ce sont des régulateurs post-transcriptionnels qui peuvent jouer un rôle dans la virulence. Et chez les Rickettsi, vous voyez que ça a des tailles parfois extrêmement faibles, de 15 nucléotides jusqu'à 200. Là aussi, ils sont insérés à peu près partout. On en a trouvé dans tous les groupes de Rickettsi. Et on a montré que chez Provazeki, ils pouvaient même être exprimés, sous forme d'RNA transcrit, et que leur présence pourrait expliquer qui joue un rôle important, et parce qu'on en a trouvé en particulier dans ces fameux spacers intergéniques très conservés dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc on imagine que la conservation de ces spacers intergéniques finalement intervient en raison de leur contenu, et que ces small RNA qui sont là-dedans peuvent expliquer cette conservation et leur rôle important, possiblement dans la virulence. Alors ça, je passe. Alors, autre bizarrerie de ces bactéries, ce sont des bactéries intracellulaires. Elles sont enfermées dans des cellules, elles en sortent rarement. Et donc, quand on est dans une cellule enfermée dans une cellule eucaryote, finalement, on te dit, j'ai pas d'ADN à échanger. J'ai pas de voisin, je suis tranquille, personne ne vient m'emmerder, je donne d'ADN à personne, personne m'en donne. Mais en réalité, c'est pas ce qu'on a trouvé. Et notamment en séquençant le génome de Rickettsia belli, qui est une bactérie une espèce un peu différente des autres. Alors, je vous disais tout à l'heure que les Rickettsi avaient des génomes très synthéniques, dont l'ordre des gènes est très conservé. Tout ce qui est vert, là, ce sont des gènes qui sont au même endroit. Et tout ce qui est rouge, c'est des gènes qui changent de place. Grosso modo, vous voyez que jusqu'ici, c'est à peu près conservé à part quelques inversions. À partir de Rickettsia felis, ça devient un peu plus compliqué, mais c'est des grosses inversions. Alors pour Rickettsia belli, c'est plus rien du tout. L'ordre des gènes a complètement explosé. Donc c'est une espèce qui a vraiment subi une évolution très différente. Et qu'est-ce qu'on a trouvé quand on a étudié le génome de Rickettsia belli? On a trouvé que cette bactérie avait un système conjugatif. Qui dit système conjugatif dit plasmide ou possibilité d'échange de gènes. Donc c'est quelque chose qui n'était pas prévu.
L'autre bizarrerie, l'autre chose inattendue, c'est que quand on a fait la phylogénie de ce système conjugatif, eh bien, on s'est aperçu que les espèces les plus proches n'étaient pas des rickettsi, mais des chlamydia. Donc, phylogénétiquement, ça n'a rien à voir. Donc, s'il y a une proximité génétique entre les deux, c'est qu'il y a forcément eu transfert et donc échange de gènes. Et ensuite, on a cherché d'autres de ces gènes. On a trouvé des ADP-ATP translocases qui également, eh bien, entre les rickettsi et les chlamydia trachomatis, ici, là c'était chlamydia trachomatis, ici, eh bien, avaient aussi une proximité génétique très grande qui pouvait laisser supposer qu'elles avaient été échangées. Depuis, on a tout un tas d'autres gènes qui sont probablement acquis par transfert latéral. Donc vous voyez, chez Rickettsia belli, il y en a 94 qui sont possiblement, en tout cas, échangés avec des chlamydia ou chlamydiaceae et des legionella. Voilà. Et donc, quand on regarde précisément ces bactéries-là, ce sont des bactéries qui vivent dans les amibes. On sait que Rickettsia belli est également capable de survivre dans l'amibe, et donc on pense que possiblement, à un instant donné, ces bactéries se sont rejointes à l'intérieur d'une amibe et éventuellement ont échangé des gènes. Et puis on a continué à travailler, et puis on a travaillé sur Rickettsia felis. Et dans Rickettsia felis, on a atteint le Graal, c'est-à-dire qu'on pensait qu'elles étaient capables, ces bactéries, d'échanger des gènes. Un des moyens les plus simples d'échanger des gènes, c'est d'avoir des plasmides et d'échanger les plasmides. Eh bien, chez Rickettsia felis, on a trouvé le premier plasmide pour une rickettsie, et la particularité de ce plasmide, c'est que vous voyez, c'est qu'il a deux isoformes, le grand plasmide étant le même que le petit, sauf qu'il a un morceau en plus, donc un plasmide polymorphe. Alors, quand on a étudié le contenu de ce plasmide, eh bien, il a un système conjugatif, il a un système TRA qui est à peu près complet. Bon, là, on a voulu y croire, on a fait des photos de microscopie électronique, on a vu des filaments entre deux rickettsi, on s'est dit, bon, c'est le pili conjugatif. Bon, il faut y croire, quoi. Mais pourquoi pas? Celui-là aussi. Voilà. Et donc, on a ensuite publié ça, et on s'est fait agonir d'injures par une équipe américaine qui nous a dit non, vous racontez n'importe quoi, ce plasmide n'existe pas, ce n'est qu'une erreur d'assemblage bioinformatique de vos séquences. Donc pour ceux que vous connaissez bien Didier Raoult, ça l'a mis de bonne humeur, et donc on a monté un consortium international, on a envoyé notre ADN à des équipes dans le monde entier. On leur a envoyé les séquences des amorces, ils ont commandé leurs propres amorces, ils ont fait les manips, et ils ont strictement confirmé que, comme nous, il y avait bien deux plasmides chez les rickettsi, ce qui a donné l'occasion à une autre publication. Voilà, donc à ce jour, plus personne ne discute les plasmides chez les rickettsi. Il y a 11 espèces qui ont des plasmides, certains en ont jusqu'à 4. La taille de ces plasmides va de 12 à 83 kilobases, et la taille des plasmides est strictement corrélée à celle des génomes. Ça, je vais passer là-dessus pour ne pas vous faire durer trop longtemps. Dernière chose dont je voulais vous parler, c'est cette dégradation des gènes, cette dégradation des génomes. Finalement, est-ce qu'elle s'accompagne de quelque chose? Alors, on a fait un travail où on a étudié la séquence de Rickettsia africae. Rickettsia africae, c'est l'espèce qui donne l'African Tick-Bite Fever, qui est l'une des rickettsioses les plus fréquentes dans le monde, qui est transmise par des embryomas en Afrique subsaharienne. Et cette maladie bénigne est extrêmement commune, en particulier chez les gens qui vont faire des safaris en Afrique du Sud, par exemple. Et le génome de cette bactérie, vous voyez, est un petit génome, 1,27 mégabase, avec un plasmide instable, pourquoi pas, extrêmement conservé. Et on l'a comparé, cette bactérie qui donnait une maladie très très bénigne. Alors là, il n'y a vraiment aucun caractère de gravité. Les gens font une fièvre éruptive avec plusieurs escarres et puis vont spontanément guérir. On l'a comparé avec d'autres espèces de rickettsi qui ont des virulences différentes. On l'a comparé à Rickettsia conuri, l'agent de la fièvre boutonneuses méditerranéenne, à Rickettsia prowazekii, l'agent du typhus épidémique, qui est la plus virulente, et à Rickettsia rickettsii, qui donne la Rocky Mountain Spotted Fever, qui est également une bactérie qui donne des formes assez sévères. Et la surprise, c'est que, jusque-là, ce qu'on avait appris, c'est que pour être méchant, pour qu'une bactérie soit méchante, virulente, il faut qu'elle ait des facteurs en plus, des facteurs de virulence qu'elle ait acquis en plus. Et là, quand on regarde cette comparaison-là, vous voyez que tout ce qui est noir, là,
plus c'est noir, plus c'est méchant et plus c'est petit. Et donc là, le plus virulent a le plus petit génome. Et donc on va à l'inverse de ce qu'on croyait. Et donc pour les rickettsi, en tout cas, on a l'intime conviction que ces bactéries, par une dégradation de leur génome, par une dégradation de certains facteurs de virulence, mécanismes de régulation, eh bien, acquièrent une agressivité particulière par une espèce de mécanisme de perte de contrôle, une surmultiplication, donc qui tue les cellules, finalement ils tuent leur hôte et ils se suicident. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? On a étudié sur les plasmides, c'était la même chose. Les espèces les plus virulentes ont les plus petits plasmides. Et on a vérifié ça dans d'autres espèces. Est-ce que c'est un phénomène unique, finalement, cette histoire de perte de gènes, dégradation de génome et acquisition de virulence ? Eh bien, quand on regarde dans les autres grands pathogènes humains, les mycobactéries, les tréponèmes, les Yersinia, Bordetella, etc., on retrouve quasi systématiquement le même schéma, c'est-à-dire que les espèces les plus virulentes au sein d'un même génome sont aussi celles qui ont les plus petits génomes. Voilà. Donc ce n'est pas un mécanisme unique, c'est quelque chose qui est en cours d'étude, mais voilà, les rickettsi ne sont pas uniques dans ce domaine.